Bienvenue sur la plateforme Build Africa Together et le podcast Histoire d'audace, le podcast qui met en lumière des personnes inspirantes qui osent et qui impactent sur leur continent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Khadija Aïcha Ba, la fondatrice de l'Artisane, qui va nous partager son parcours. Bonjour Khadija. Bonjour Mathie. Merci d'être là. Merci à toi. Ravie de te recevoir. Merci. Super. Alors aujourd'hui, je suis contente que tu viennes partager ton parcours. Et la question signature que je pose à toutes mes invités, tous mes invités, c'est qui est la Khadija d'avant et qui est la Khadija de maintenant après son retour au Sénégal? Très bonne question. Bon, merci d'abord pour l'invitation. J'aurais dû demander les questions avant. En termes de style ou en termes de personnalité? En termes de personnalité, en termes de style, vraiment, il y a eu une Khadija d'avant et une Khadija aujourd'hui. Je pense que ça a été la même. C'est pour ça que j'ai peut-être beaucoup de mal à répondre à la question identitaire parfois quand on me demande comment j'ai fait to build my identity. Mais je me suis rendu compte que j'ai toujours été comme ça. Hein, je mets mon foulard depuis que je suis au CE1. Depuis la primaire? Oui, depuis la primaire. Ouais. J'allais à l'école coranique et j'aimais pas comment les gens mettaient le foulard. Donc j'ai attaché différemment. D'accord. Donc j'ai mis mon foulard depuis que je suis au CE1. Je fais du foodden depuis que je suis au CM1. Je foodennais même mes cousines. Donc bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une différence. Peut-être dans la mentalité, il y a des choses dont je me rends plus compte. Ouais. Mais si c'est dans le style ou la personnalité, bon, je ne pense pas que ça a changé. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ce que je faisais. Je faisais des sacs pour moi, des habits pour moi, des bijoux pour moi. Donc maintenant, c'est juste que je fais pour les autres aussi. Ouais. Donc, je pense que ça n'a pas changé. C'est cool que tu me poses cette question parce qu'il y a une masterclass de Virgil Abloh qui dit pour savoir qui tu es, demande-toi ce que tu faisais avant. Ouais. Ce que tu faisais avant qu'il y ait Instagram, Pinterest, tous les réseaux sociaux. Et dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à me ressouvenir des choses que je faisais avant. Et bon, ça n'a pas forcément changé dans la personnalité, dans ma façon d'interagir avec les gens ou comment j'approche les gens. Donc je pense que je n'ai pas beaucoup changé. Et c'est ça qui m'a permis de répondre aussi à beaucoup de questions. J'ai toujours mis des gros colliers, j'ai toujours superposé les bracelets. J'ai toujours fait ce que je fais. C'est juste que comme je dis, je fais ça maintenant pour les autres. Donc cette identité-là, cette identité de marque, en fait, cette créativité, tu l'as depuis toujours. Et ça devient d'où? Ça devient de l'éducation? Ça devient de tes parents? Ça vient... Oui, je pense. De mes parents, ma mère, ma grand-mère, qui allait aux cérémonies avec des fourrures. Des fourrures? Ouais, elle avait une fourrure là. Ouais. J'ai une photo, elle a genre des fourrures en plumes à Dakar. Mais bon, je pense que quand on est enfant, on ne se rend pas compte. C'est juste quand tu te dis, mais comment ça? Elle avait des trucs de fourrure avec ses grands boubous. Et moi, je chinais beaucoup aussi avec ma mère. On a toujours été dans les conteneurs à chiner. Depuis que je suis petite, à aller au marché samedi pour acheter des foulards, des choses comme ça. Et elle achetait aussi des vieux habits pour nous apprendre à repasser, des trucs comme ça. Donc, j'ai l'habitude de chiner. Et je pense que dans la famille, j'ai l'impression qu'on a une... C'est comme quand tu dis « je suis Peul » ou « je suis... » Genre, du côté de ma mère, tu dis « je suis CNN ». Genre comme si tu appartenais à quelque chose. Donc, un clan. Un clan, voilà. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elles sont... Soit elles sont dans la mode, soit elles sont dans la restauration. Le tchof. J'ai une tante qui a le midi pile, le tchof, ou elles ont des ateliers de couture. Donc je pense que c'est vraiment familial. Hein. Et toi, tu combines un peu les deux. Tu as magie sur ton t-shirt. Ah oui. Donc du coup, je détourne, voilà, c'est ça. Tu avais les t-shirts Pinton aussi. Pinton, donc ça veut dire que quelque part, tu as quand même ça dans le sang. Oui, le côté. Oui. Et je pense même les events de l'Artisane ne vont pas sans un plat quelque part. Ouais. Donc ils ont décrété le Mbahal plat national de l'Artisane. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est ça, oui. Ça a toujours été lié à la nourriture, à l'habillement et voilà quoi. C'est dans ça que j'ai grandi, donc c'est pour ça que Et ma mère, elle faisait de la couture.
Okay. Donc, elle fait toujours elle avait fait, c'est elle qui avait fait les pagnes travaillées, là, il y a longtemps, à l'ancienne. Les pagnes travaillées, et puis elle travaillait avec sa sœur au Sargan. Donc, moi, j'ai grandi aussi dans ça. Mais j'ai jamais perçu ça comme un métier que je peux faire. Enfin, moi, je me suis dit, c'est des couturières, quoi. Oui. Des couturières de Bopukogne, là. Donc, j'ai vu, même ma grand-mère, elle faisait des ndoquettes, des habits. Mais bon, je me disais qu'elle faisait ça parce qu'elles n'avaient rien à faire. Je ne les voyais pas comme des entrepreneurs. C'est maintenant que voilà, que je te rends compte de ce qu'elle faisait. Je me rends compte, c'est ça. De la portée de ce qu'elle faisait déjà. Oui, voilà, c'est ça. Et tu as des sœurs? Oui, j'ai une sœur, oui, Rabia, oui. Et en termes, c'est pareil en termes d'identité? Oui, en termes bon, elle est plus star que moi. Moi, je suis pas une star. Elle est plus, c'est une diva, c'est une star. Là, elle est à Abidjan, elle fait plus de la déco, mais elle faisait aussi des vêtements avant. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, c'est vraiment de famille, en fait. La créativité chez vous, c'est de famille. C'est ça, oui, c'est de famille, oui. Et le fait d'être au Sénégal, où on sait que c'est un pays où la mode est là, mais en général, les gens suivent une certaine tendance. Toujours. La même tendance, d'accord. Et quand on est en dehors de la tendance, on est un peu en genre, elle comprend rien, elle est hors gamme. C'est ça. Toi, tu as une identité, tu as ta tendance à toi que tu imposes. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a peut-être mis un peu de côté, en termes culturels ou pas, que ce soit en France quand tu y étais ou ici? Est-ce que ça t'a un peu mis en décalage? Je pense que je suis toujours en décalage. Décalage assumé. Oui, assumé. Mais encore une fois, je pense que j'ai eu cette question où on me demandait si c'était parce que j'ai une forte personnalité. Je pense pas. C'est juste que quand je suis à l'aise dans quelque chose, bon, c'est difficile pour moi que quelqu'un me dise non, de ne pas porter ça parce que c'est pas bien. Tant que c'est en phase avec ma religion, la société et moi-même, si ça dérange les autres, pour moi, c'est pas grave. Donc, déjà, quand je mettais le foulard et j'étais pas dans la mode, j'étais mise de côté. J'avais mes cousines qui me disaient « On va pas au cinéma avec toi, hein, avec ton truc là. On va pas au cinéma Le Paris avec ton foulard là sur la tête. » Donc j'ai longtemps eu ce côté où on me traitait de vieillotte parce que je mettais les habits de mon grand-père. Mon grand-père? Oui, moi je mets les habits de mon grand-père, mais parce que j'étais toujours fascinée par la broderie. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais toujours pas pourquoi, mais bon, j'adore la broderie. Et je mettais les habits de mon grand-père, parfois de ma grand-mère, les habits en khartoum là qu'elle mettait. Mais bon, moi ça m'a jamais dérangé qu'on me traite de ça parce que j'avais l'impression d'être ça. Ahmed Tidiane, c'est ce qu'il dit. Il dit que je suis coincée dans les années 40. Donc, bon. Peut-être que je suis coincée dans les années 40. Donc, quand on me disait ça, ça ne me dérangeait pas. Je n'ai pas senti de la honte ou quelque chose. J'étais là-bas, dans mon élément, en 1940, je pense. Et j'ai un autre ami, Abdou Karim, qui me dit « Lingaï, Dieu me transmettre, yo dundulo ». Donc, je veux que tu m'expliques ce que tu essaies de faire comme ça. De quelle époque tu es revenue? Voilà, et j'ai beaucoup cette question-là, parce que c'est m'a dit « Khadija, tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui est dans ton corps en ce moment? Quelqu'un d'autre qui est dans ton corps en ce moment? » Un aïeul. C'est ça, un aïeul. Donc, j'aimerais bien, j'ai envie de découvrir c'est qui cet aïeul-là. Mais bon, j'ai toujours été... je ne vais pas dire mise de côté, parce que bon, moi je ne me suis pas mise de côté. Hein, quand il me mettait de côté. Toi, tu te sens bien. Oui, moi j'étais bien. Voilà. Mais quand tu me dis on ne va pas au cinéma ensemble, je te dis c'est pas grave, mais je vais pas. J'ai jamais switché mon identité, entre guillemets, à ce que la société, en tout cas, elle dit. Mais je sais que quand c'est bizarre, les gens vont penser que c'est l'artisane. Quand Chanel a fait son shooting au Sandaga, les gens m'ont tagué pensant que c'était moi. Donc, bon, maintenant, j'ai cette étiquette de quand c'est bizarre, quand c'est décalé, quand c'est original. Oui, voilà, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Mais ce que je retiens dans ça, c'est que malgré toutes ces injonctions qu'on peut mettre sur toi, tu as cette force de caractère de dire, en fait, je m'en fous. Et en tant que femme, moi, je trouve que c'est très rare. Parce que nous, les femmes, on a souvent ce manque de confiance en soi, surtout quand on est jeune. De ne pas être dans le même moule que les autres. On essaie toujours d'être dans le même moule que les autres pour faire partir d'une bande, ou faire partir d'un groupe qui soit homogène. Et toi, ça t'a jamais dérangé. Et j'ai l'impression que même quand tu étais beaucoup plus jeune, c'est pas quelque chose qui t'a... et ça, c'est quoi? À ton avis, c'est l'éducation de ta mère, tes parents, qui avaient déjà une forte personnalité et tu voyais qu'ils étaient déjà un peu... pas forcément comme les autres, et donc du coup, pour toi, c'était quelque chose de normal.
Ah, très bonne question. Ouais. Mon père, il est en mode plutôt cool. Ma mère, ma mère, elle a une forte personnalité. Mon père, il faut vraiment... Bon, lui, on l'appelle Monsieur P, hein. Monsieur P, Monsieur Soul. Donc, moi, je sais pas. En tout cas, je sais que quand je suis à l'aise dans quelque chose, peu importe ce que la personne, elle pense, mais je pense que c'est... Tu sais, c'est comme, par exemple, quand tu prends un enfant, je sais pas, il y avait une vidéo que j'ai vue où il y avait des enfants et des serpents inoffensifs, mais ils jouaient, quoi. Ouais. Mais ils ne se rendaient pas compte du danger. Je pense que je ne me suis... Je me rendais pas compte. Tu sais, quand tu ne sais pas quelque chose, peut-être c'est ça qui te protège un peu aussi. Parce que j'ai pas... Je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas honte en général. Donc, même quand tu me dis mon foulard te dérange, et que les personnes qui disent ça ne sont pas forcément légitimes pour moi, si mon père me disait ça, peut-être ça allait me perturber. Je vais dire, bon, si mes parents, ça a dérangé mes parents, peut-être. Mais bon, c'est mes cousines, c'est pas grave. Hein. La preuve, aujourd'hui, elles mettent des foulards, donc bon. Oui. Non. Donc, c'est vrai que c'est une bonne... Même quand j'étais en France, hein, moi j'allais à l'université, ma première année en France, je mettais des pagnes, hein, moi. J'ai toujours mis... En université? Oui, à Orléans. Avec le froid, là? Oui, je mettais des pagnes. Avec un col en dessous, j'imagine? Au début, non. Hein. Moi, j'étais comme si j'étais à Dakar. Je mettais mes pagnes, je mettais un pull col roulé et puis mes Converse. Ok. Donc, bon. Converse, c'est parce que c'est comme ça, même les Converse, c'est pas, je ne sais pas marcher sur des talons. Donc, je vais mettre des Samba, je vais mettre des Converse, je vais mettre des babouches. Donc, c'est pas un style que j'ai recherché, c'est... En fait, tu mets des choses dans lesquelles tu te sens à l'aise, dans lesquelles tu te sens bien. Oui, je cherche des choses qui sont confortables. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses, de pièces oversize, parce que je veux que les gens soient à l'aise. Donc il y a ça aussi, je veux que les gens soient confortables dans ce qu'ils mettent. Pas que ce soit guindé. Je veux que, je sais pas moi, tu peux aller au Met Gala avec un t-shirt magie, je sais pas moi, une jupe dorée par exemple. Donc moi j'aime les contrastes. Mais c'est une très bonne question parce que je vais réfléchir sur ça. Mais bon, moi, ça m'a jamais forcément dérangée parce que quand j'étais en France et que je mettais les gens se moquaient de moi, mais bon. Moi, j'étais à l'aise dedans. Hein. Donc, je comprenais. C'est maintenant peut-être que là, tu me le dis. Bon, je vais me dire, je mets des pagnes chez moi. Si tu te moques de moi et que c'est moi, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis à l'aise dedans. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre que tu as confiance en toi. Et Et pourtant, je ne me définirais pas comme une personne qui a confiance en elle. Pas du tout. C'est vrai. Pourtant, là, aujourd'hui, moi, je me dis, quelqu'un qui va en France, dans un environnement où tu n'es pas forcément, que tu ne connais pas, où les gens sont vraiment tous pareils, tu viens à l'université, avec ton pagne, tes Converse, et que tu suis les cours avec un professeur qui vient de Versailles ou de je ne sais où, et que je le regarde de manière très sérieuse. Ma prof de droit, honnêtement. Terrasson Chenet de Beaupré, tu as raison. Mais c'est ce que je dis, je pense que si par exemple, on m'avait prévenu, peut-être que je n'aurais pas porté ça. Si on m'avait, je sais pas si on m'avait dit, attention, tu vas en France, il y a des trucs que tu peux pas faire. Peut-être ce serait dans ma tête. Mais le fait que j'ai pas été briefée, bon, ça moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est un bon message que tu donnes en fait ce message-là aux filles, aux personnes en disant soyez comme vous êtes en fait. Ne changez pas par rapport à un environnement, ne modifiez pas votre personnalité parce que vous changez de pays ou parce que vous changez, soyez vous-même, soyez à l'aise. Et tu as des filles par exemple, et c'est cet exemple-là que tu donnes à tes enfants. C'est-à-dire partout où elles sont, je pense qu'elles sont comme elles sont, non? Oui, non, comme elles sont. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand elle m'a répondu ça, ma fille, en me disant, tu penses pas que c'est mon problème? Je me suis dit, mais je voulais la gifler. Après, j'étais fière d'elle. Mais jusqu'à présent, je me dis, c'est quoi la bonne réaction en fait? Bon, j'ai pas eu de réaction. Pour l'anecdote, juste pour rappeler l'anecdote à les personnes qui nous regardent. Ma fille m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? En tout cas, elle avait porté des trucs bizarres. Et je trouvais que c'était moche. Donc je lui ai dit, mais tu penses pas que c'est bizarre? Je lui ai dit, mais c'est bizarre ça que tu portes. En plus, elle a 4 ans. Elle me dit, mais tu penses pas que c'est mon problème? Et c'était vraiment, elle a sorti, mais c'était naturel. Ben oui. Mais j'étais énervée, je voulais la gifler. Après, j'étais un peu fière d'elle. Mais jusque-là, je me demande, mais qu'est-ce que je dois
C'était quoi la bonne réaction? Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu as fait ton travail, tu lui as montré qu'il fallait être comme oui, elle veut. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Oui, non, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Et je ne savais pas que ce foulard-là allait... C'est un peu aussi peut-être une manière de me rappeler que it was meant to be, je ne sais pas. De mettre le foulard. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je me voile, alors que je ne me voile pas forcément. Oui, j'allais à l'école coranique et j'ai eu l'habitude de couvrir ma tête en fait. D'accord. Et donc ça fait peut-être 20 ans. Oui, je me couvre la tête depuis, mais je mets des manches courtes, je mets des choses qui sont à l'aise. J'essaie de mettre des choses dans lesquelles je suis confortable, mais je ne mets pas des choses qui sont courtes. Et donc, bon... je ne sais pas si, parfois je me dis, bon, si je n'étais pas allée à l'école coranique, est-ce que j'aurais mis ça? Je réfléchis souvent à ça, mais bon. Après, je me dis peut-être que it was meant to be. Parce que justement, les gens pensent parfois aussi que je mets un foulard parce que je suis dans la mode. Alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment toi, ta personnalité, voilà, ce que tu es. Et à Seydou Nouroutal, on m'appelait la fille, pour m'identifier, il m'appelait la fille au foulard. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, je pense que j'étais la seule à mettre le foulard comme ça et avec des grosses créoles. C'est pour ça que je dis, bon, à ce moment-là, je choisissais, j'avais des bijoux qui étaient assez imposants, des bagues, je superposais les bracelets, des trucs que j'achetais au marché, hein, mais bon. C'est pour ça que je dis, je pense que j'ai toujours été comme ça. D'accord. C'est super intéressant. Ouais. Juste pour revenir dans ta période où tu es rentrée, enfin, que tu es allée en France, donc tu es allée en France pour suivre tes études. Tu as fait quoi là-bas comme études? Master en droit des affaires et master en droit public. D'accord. Donc, un secteur qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et après, je suis allée à Paris, j'ai fait un MBA en Luxury Brand Management. D'accord. Parce que je voulais ouvrir une conciergerie à Dakar. Et ça, c'était juste après tes 2 masters? Oui. D'accord. Donc, du coup, toi, il a toujours été question de rentrer au Sénégal? Il n'a jamais été question de travailler? Est-ce que tu as travaillé en France quelques années? Non, genre des petits boulots, mais j'ai jamais travaillé. J'ai fini, je suis rentrée. C'était évident pour toi? Oui, mais là encore, je ne savais pas qu'il y avait une autre option. D'accord, que de rester en France et travailler? Oui. Enfin, je savais que j'allais pour... j'habite pas là-bas, donc j'allais pour faire mes études et je rentre. Donc, d'accord. J'ai fini mes études, je suis rentrée. Mais encore, pour ce qui te paraît évident, c'est pas évident pour tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui y vont, et la plupart qui restent et qui viennent. Le fait de se dire j'y vais et je rentre, c'est pas un automatisme pour tout le monde. Ah, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. J'ai fini, je pense que j'ai soutenu. Ah, je pense que j'ai rangé mes affaires. Après, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, tu te dis, moi, je veux travailler au Sénégal. Oui. J'ai pas dit, je veux. Tu sais, quand tu es jeune, tu dis, bon, je vais en France, je fais mes études, je reviens. Et même l'entrepreneuriat, moi, j'ai jamais imaginé. Je savais même pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Pour moi, tu rentres au Sénégal, tu travailles dans un bureau. Ah, après, c'est fini, quoi. C'est fini, quoi. Mais jamais j'ai imaginé ça. Hein. Never. Jamais. C'est pour ça que même quand les gens m'ont dit pourquoi tu es rentrée, je dis mais quelle autre option vous avez? Il fallait pourquoi vous me demandez cette question-là? Ouais. Et c'est quand les gens ont commencé à me poser cette question que je me suis demandé mais pourquoi ils me demandent ça en fait? What do you mean? Enfin, j'ai fini mes études, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Oui. J'avais pas pensé à l'option de chercher du travail là-bas. Parce que même quand moi j'adore le service, donc quand j'ai fait le MBA, j'ai découvert. Moi j'ai plus fait du droit. Je pense qu'on va faire plaisir à mon père. Je ne sais pas s'il va écouter ça, mais bon. Mais c'était plus pour... c'est pas quelque chose que je suis passionnée. Tu vois, c'est pas comme... Moi, j'aime, par exemple, ma Mittal, elle sait qu'elle veut être architecte depuis qu'elle a 9 ans. Ou tu vas voir tonton Moustapha, il te dit, il sait qu'il va être notaire depuis qu'il a 15 ans. Ça, c'est des vocations. Et moi, j'ai pas... à part les choses que je faisais pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est peut-être une manière... like a silent statement. Comme si ce que je faisais... c'est ça quoi, j'ai cette vocation, peut-être sans le savoir, mais bon, j'ai fait du droit et puis après j'ai fait le MBA parce que je sais plus, en France il y avait des salons et ça c'est trop cool. Donc quand je suis allée dans les salons, je me suis rendu compte que je pouvais travailler dans le service. Mais bon, quand tu es à Dakar, tu n'imagines pas que le service c'est quelque chose qui se vend et c'est pour ça que j'ai fait le MBA à Paris. Et après je me suis rendu compte, je suis revenue en vacances. Je me suis rendu compte que, bon, conciergerie au Sénégal, non. Et puis j'ai commencé, tu vois, à appeler les livreurs à 2h du matin pour voir s'il y a quelqu'un qui a une urgence, il va le faire. Ou si je demande à quelqu'un d'ouvrir une boutique à 4h du matin, et puis non, en fait. Déjà, les gens, non, c'était pas, non. Je me suis dit, bon,
c'est pas en tout cas la... C'était peut-être pas le bon moment encore, c'était un peu trop tôt. Même là, même là, les gens qui ont une conciergerie, qui va ouvrir de la boutique à 4h du matin? Enfin, en tout cas, en dehors du fait que c'est possible, quel client te demande ça? Moi, pour moi, la conciergerie qu'il y a ici, c'est plus de la conciergerie de aller au casino, aller au pressing, réserver le cinéma. Mais bon, ça, je trouve ça bon. Des choses que tu peux faire. Oui, il n'y a pas de challenge. Moi, je veux qu'on me demande de ramener un chien rose de Londres. Moi, je ne sais pas, quelque chose qui... Donc après, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Et là, j'ai commencé à travailler à Telium, dans l'immobilier, ouverture du C-Plaza, des choses comme ça. Et donc, j'ai travaillé dans le marketing, en fait, à Samsung, à Telium. Et, parce qu'après, je me suis dit, je sais que ce que je veux faire, je ne pourrais pas moi-même aller ouvrir les boutiques, je ne pourrais pas moi-même aller livrer, ou quelqu'un même te demande un burger à 4h du matin. Comment est-ce que tu vas faire? À moins que tu le cuisines. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, je me disais que c'est quelque chose où il faut maîtriser vraiment le backstage de tout ça. Et je n'avais pas envie de réserver des billets d'avion, ou d'aller au casino, ou de faire des trucs comme ça. Je trouvais ça, bon, ça va, quoi. D'accord. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas une bonne idée. Donc, tu as fait les choses vraiment, tu es partie, tu as étudié, tu es revenue. Qu'est-ce que tu retiens de la France, toi, quand tu y étais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit aujourd'hui, c'était vraiment bien, ou je regrette pas du tout de Moi, j'adore pas y être Paris. restée. Moi, j'adore la France. Je ne suis pas dans les séparations, non. Non, moi, j'adore la France. Mais j'aime voyager en général parce que je pense que ça t'ouvre l'esprit, que ce soit la France, les États-Unis ou un autre pays. Mais ce que j'ai retenu, je dis toujours que je pense que j'ai eu ma gifle culturelle en France. Et peut-être que je ne l'aurais jamais eu si je n'avais pas voyagé. Et le lifestyle de ce qu'est l'artisanat aujourd'hui, je pense que je l'ai ressenti quand j'étais en France. D'accord. Et parce que je me disais, mais comment ça, tu manges un macaron et on dirait que tu manges Paris. C'est ça que ça m'a fait. Je me mettais devant les kiosques, je voyais la Tour Eiffel déclinée dans tous les sens du terme, de tout ce qui peut exister dans le monde. Mais j'ai jamais... juste dans un seul élément comme ça, juste une Tour Eiffel en fait. Et c'est ça que j'ai comme... ce lifestyle français là, et même des produits qui sont made in France, la manière dont c'est important pour eux. Je n'ai jamais eu ce sentiment d'appartenance-là quand j'étais ici. Bon, aujourd'hui, maintenant, en 2024-2025, parce que c'est trendy, et puis bon, il y a un peu les consciences sont éveillées, je vais dire. Mais back in the days, je comprenais pas pourquoi une tour Eiffel était déclinée en 100 choses différentes. En tout cas, c'est ce sentiment-là que j'ai eu. Aujourd'hui, je peux mettre des mots dessus. Mais à chaque fois que je me mettais devant les kiosques des journaux, j'étais comme ça. Et je me demandais, mais pourquoi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis rendu compte que c'est peut-être un moyen je sais pas, de voyager avec la France. Tu vas chez La Durée, tu goûtes un macaron, tu décliné en plusieurs couleurs. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit... Bon, ça aussi, c'est il y a 2-3 ans que j'arrive à faire ces comparaisons-là. Mais je me demandais, je pense aussi, qu'est-ce qui me rappelle au Sénégal ça? Qu'est-ce qui me donne ce sentiment d'appartenance-là? Mais moi, je pense, le sentiment d'appartenance que j'essaie en tout cas de... je ne sais pas si je vais dire promouvoir, mais en tout cas, le sentiment que j'essaie de transmettre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou quelque chose quelque chose qu'on ressent. C'est plus quelque chose qu'on ressent que juste qu'une tour Eiffel comme ça. Mais je pense que c'est ce que ça m'a inspiré parce que je n'ai pas ressenti ce lifestyle-là quand j'étais aux États-Unis. Bon, peut-être après, mais ce côté français-là, c'est quelque chose. Et mon premier cours dans mon MBA, c'était dans une manufacture. Et le monsieur a dit que c'était du luxe parce que c'est fait main. Je lui ai dit non. Il m'a dit si, j'ai dit mais non. Il me dit mais pourquoi? J'ai dit mais j'ai un pain guinéen. C'est fait main, mais c'est pas du luxe. Ça coûte 7000 francs. Donc personne ne nous dit que quelque chose quand c'est fait main, c'est du luxe. Au contraire, non parce que c'est fait main, ça peut se négocier ou non. Alors que là, on te montre que ça prend du temps, c'est de la valeur, ça a plus de valeur et des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, je pense que j'ai eu ma gifle culturelle en France et ça m'a énervée. Même si je n'étais pas dans la mode, ça m'a énervée. Et je ne savais même pas pourquoi j'étais énervée. Maintenant, je sais.
Mais je ne savais pas pourquoi j'étais. Je lui ai dit, ma grand-mère, elle a un métier à tisser devant chez elle. Comment ça, c'est du luxe? C'est pas du luxe, elle a un métier à tisser devant chez elle. Ouais. Ça veut dire c'est accessible. Si je veux une écharpe, j'ai une écharpe. Oui. Donc, c'était tout ça. Donc, je suis allée à Beaubourg. J'ai commencé à regarder que le wax venait de Hollande. J'ai failli mourir. T'as arrêté de porter du wax? Non, j'ai pas arrêté, mais je me suis dit, comment ça se fait que ce truc-là n'est pas fabriqué? Oui. Ouais. Même le Getzner, je pensais que c'était fabriqué en Afrique. Non. C'est en Autriche. Non, mais ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma tête. Ouais. Mais comme je dis, j'étais énervée, je ne savais même pas pourquoi j'étais énervée. Mais je pense que j'étais énervée en tant qu'Africaine de ne pas savoir des choses, en fait. Et que, en tout cas, dans notre éducation ou dans la manière de parler de nos parents ou des tantes, bon, c'est vite fait, hein. C'est là, donc tu peux le prendre. Donc, je vais dire, ma gifle culturelle, je l'ai eue en France. Et ce côté lifestyle-là, je l'ai eu aussi en France. Non, c'est vraiment bien parce que là, ce que tu décris depuis tout à l'heure, c'est vraiment des perceptions artistiques, culturelles, que tu as, c'est vrai, hein, c'est que tu as enfui et qui t'ont titillé tout de suite. C'est ça qui t'a le plus titillé. Et quand tu es revenu, c'est ça qui t'a fait le déclic, à mon avis, peut-être, et qui a fait que tu as voulu remettre les choses à leur place. Parce qu'en fait, on se rend compte que la perception, elle n'est pas la même. Quelque chose de fait main, en France ou ailleurs, c'est vraiment quelque chose de précieux. La personne, elle a pris du temps. Donc, du coup, ça a plus de valeur. C'est plus cher. On ne va pas négocier que quelque chose qui est fait vraiment très rapidement, comme chez Zara, etc. Que ici, au Sénégal, à côté du coin, là, le mec, il a fait un truc vite fait, bien fait. Tu vas l'acheter moins cher, alors qu'il a pris du temps, lui aussi. C'est ça, pour le faire. C'est ça. Et c'est vrai que l'artisan va donner peut-être, on va en parler, un autre level en disant mais ce qui est fait main a de la valeur. C'est ça. Il faut donner de la valeur à ce que nous on met, met à votre service. À votre service, c'est ça. C'est un peu ça que je retrouve après, mais comme je dis, c'était pas le but premier, pas du tout. Déjà, l'artisan est né par hasard, encore une fois. Je savais même pas que je pouvais vivre de la mode. Et encore une fois, ma mère, ma grand-mère, mes tantes sont beaucoup dans la couture, mais pour moi, c'est des métiers qu'on fait quand on reste à la maison, en fait. C'est comme ça que je voyais ça. Oui. Même ma tante qui avait un restaurant, je ne l'ai jamais vue en tant qu'entrepreneur. C'est peut-être il y a 5 ans que je me suis dit, mais c'est une entrepreneuse. En fait. Voilà, oui, mais sinon. C'est la tante qui a un restaurant, qui fait la cuisine. Mais je pense que aussi. Mais bon, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir des outils qu'elle n'avait pas. Donc, c'est peut-être pour ça que la perception, elle était différente. Et bon, c'est pas aussi. Elles avaient des ateliers de couture. C'est pas, on te dit, envoie-moi la présentation du Sargan ou des choses comme ça aussi. C'est juste, elles font des habits, elles n'étaient pas là dans le packaging ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu aussi pour ça. C'était pas. Même moi, c'est aujourd'hui que je pense à l'impact des habits. Mais sinon, avant, je pense pas qu'elles réfléchissaient à l'impact qu'elles avaient en créant des habits, des vêtements. Je ne pense pas. Parce que même moi, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, je fais des trucs qui sont cool. Mais j'ai jamais pensé à l'impact que ça avait sur la transmission, sur la culture. C'est au fil des interviews, que je découvre moi-même l'impact que ça. Et c'est ce que je dis. Quand j'ai rencontré une femme qui m'a dit, qui m'a présenté son mari en lui disant, c'est grâce à elle que je mets des boubous. Ça aussi, ça m'a fait une gifle. J'ai failli lui dire, mais pourquoi tu as besoin de moi pour mettre quelque chose qui t'appartient? What do you mean? Mais oui, mais en fait, ce qui te paraît évident, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est pas une évidence pour tout le monde. Oui. Je me suis dit, mais comment ça, je te fais mettre des boubous? C'est à nous. Pourquoi? C'est à nous, oui. Donc tout ça, c'est des choses qui... Je le dis comme ça parce que ça est resté dans un coin de ma tête. Et que je l'ai même écrit pour savoir ce que ça veut dire. Et d'où ça vient. Oui, ce que ça veut dire, d'où ça vient. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour mettre quelque chose qui t'appartient? Parce que tout le monde met des boubous, tu le vois. Je veux dire, tu parles de quoi? Tout le monde met des boubous ici. Oui, ici. Mais c'est une Sénégalaise. Je me suis demandé pourquoi. Oui, mais avant, c'était quand même nos grands-mères. Quand tu sortais, les baptêmes, les grands boubous, quand même, quand tu mettais le grand boubou, c'était quand même pour
C'est ça. Pour l'événement. C'est ça que j'ai bien aimé quand Ninou a dit, il y a un avant et un après l'artisan. Parce qu'avant, personne ne mettait de boubou. Non. Mais je m'en étais pas rendu compte. Ouais, personne ne mais parce que moi, j'ai toujours mis des boubous. Voilà. Donc bon, moi, il fait froid, il fait chaud, je mets un manteau sur le boubou. Parce que c'est confortable, tu es à l'aise, quoi. Donc, j'avais pas cette perception-là, en fait, du boubou. Je n'avais pas cette perception ringarde du boubou. Moi, j'ai trop une perception confortable du boubou. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu me dis que tu es ringarde, bon, ok. Je ne mettais pas ça dans cette case-là, je mettais ça dans la case comfy, donc bon, c'est pas grave. Si tu veux, mais... C'est ça, exactement. Pas de problème. Exactement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la transition entre rentrer travailler chez Telium, travailler dans le marketing et de passer en entrepreneur. L'artisane, comment c'est arrivé cette transition? Comment est-ce que tu as basculé? Donc, moi, j'ai commencé par faire des chaussures, des sacs. Bon, c'est ma tante qui avait un magasin aussi. Comme ça, en side business? Oui, en fait, quand je travaillais à Telium, ma tante, elle avait un magasin et j'étais juste censée venir récupérer l'argent, déposer mes... Encore une fois, je m'occupe de tout ce qui ne me regarde pas. Donc, quand j'entrais, je disais « Ah, mais ça aurait été cool d'avoir un pompon ici. Ah, ça aurait été cool si ça, c'était comme ça. » Et donc, comme ça, j'ai commencé à donner mon avis, des choses comme ça sur les chaussures, les sacs. Et un jour, Célie Rabican m'a appelée. Elle me dit tu sais, de toute façon, tu devrais shooter tes habits. J'ai dit, mes habits? Non, pourquoi? Non. Elle me dit, si. J'ai dit, mais non, les gens se moquent de mes habits. Pourquoi tu veux que je les shoote? Elle me dit, ouais, non, je sais pas quoi, nanana. Mais écoute, Célie, je ne shoote pas mes habits. Elle était à Orléans avec moi, on était dans la même fac. Donc déjà, quand je la voyais là-bas, je me disais, je comprends pas ce qu'elle fait ici. Elle a des cheveux blonds. Elle a une cravate jaune, une chemise rose fuchsia et une veste fluo. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait ici. Et elle disait qu'elle aussi, elle se demandait, genre, je sais même pas ce qu'elle fait là. Donc, on était à Orléans ensemble. Et je lui ai dit, Célie, je ne shoot pas mes habits. Les gens se moquent de mes habits. Les habits que tu faisais toi-même? Non, elle m'a dit les habits que je porte. Que tu portes? C'est toi qui les faisais ou donc, tu les chinais? Oui, non, mes habits que je porte moi, que je faisais et des habits de mon grand-père. C'est pour ça que moi, les premières commandes de l'artisane, c'était des habits de mon grand-père qu'il voulait acheter qui n'existaient pas. Donc, tu étais obligée de faire ça Oui, parce que quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, bon, on fait juste un truc cool pour le fun. J'ai dit, ah ouais, si c'est pour le fun, il n'y a pas de problème. En plus, elle m'a piégée, c'est dans la maison de sa grand-mère qui est en ville vintage. Bien sûr que quand tu veux du vintage quelque part, moi je viens. Donc, on a fait un shooting, elle, mamie, Kodo, on a fait un shooting. Et puis, on a posté ça sur Instagram, genre, je ne sais même plus, un mois après. Aïe. Je me suis dit, mais c'est quoi? Mais vraiment, je me suis dit, hein? Les gens, oui. Mais c'est-à-dire, je n'ai même pas... Tu sais, quand tu fais un truc, tu te dis, bon, on va voir ce que ça va donner et tout. Non, c'était pour le fun. C'est-à-dire, pour rigoler. Oui. Donc, pour rigoler, on est là assis. Ça t'a amené? Oui, non, parce que j'ai commencé à voir des gens qui envoyaient des messages pour me dire qu'ils avaient... Même le nom de l'artisan, c'est sorti genre, ah mais tiens, comment on va mettre ça? C'est genre sorti vraiment par hasard, c'était pas un truc préparé, une stratégie, mais vraiment pas du tout. Et je ne m'attendais pas à ce que justement des gens demandent quelque chose qu'elles peuvent prendre, je sais pas moi, dans le dressing de leurs parents, quoi. C'est un boubou. Et bon, il y avait le boubou, il y avait les trucs de mon grand-père, là, les tourkis diarem, avec j'ai mis un lapin. Mais ça, c'était fun. Parce que moi, je m'habille comme ça, j'ai ce côté fun-là. Donc, je ne peux pas imaginer qu'une Sénégalaise va mettre un tourki diarem avec un lapin dessus. C'est pour ça que je dis vraiment c'était pour le fun. Et donc, il y avait 10 pièces, je pense, ou 15, je ne sais plus. Mais en tout cas, toutes les pièces, elles venaient de mon dressing. Donc, du coup, maintenant, je me suis dit, est-ce que je dois aller acheter les tissus pour faire ça? Trouver les tailleurs pour... Parce que tu avais des demandes, en fait. Oui, j'avais des demandes, oui. J'avais des demandes et donc je comprenais même pas ce qui se passait, juste parce que je n'avais pas prévu ça, pas du tout. Enfin, je n'avais pas prévu de faire des habits, justement. Et donc, c'est comme ça que l'artisan est né. D'accord. En faisant une collection cool fun. Cool fun avec pour s'amuser. Amis, ouais, c'est ça, pour s'amuser. Et du coup, voilà, hop, ça a pris et on t'a demandé de faire. Après, on a fait l'interview, comment on appelle ça? J'ai fait une interview dans le New York Times. Et donc, bon, c'est comme ça que ça a commencé. Après, tu as des demandes comme ça, des articles, des choses comme ça. Et vraiment, au début, il n'y avait pas de charte graphique, des histoires de look. Enfin, je veux dire, c'est maintenant que tu peux me demander quelque chose, une présentation, que je peux l'envoyer, mais
genre avant. C'est parti vraiment du feeling. Et voilà, c'est ça. Du feeling comme ça. Et en fait, et ensuite, tu as fait les deux en même temps, tu as travaillé, tu as continué à faire. Oui, mais j'ai démissionné quand j'ai rencontré la dame là. Quand elle m'a dit c'est grâce à moi que je mets le boubou. Ah non, je me suis dit, j'ai démissionné. J'ai démissionné, je pense, 1 mois après ou 2 semaines après. Ça fait combien de temps maintenant que tu es dans l'artisanat pur, dans l'entrepreneuriat pur et dur? Ça va faire 8 ans. 10 ans. Ouais. 10 ans. Ouais. 10 ans, oui. Où là, tu t'es dit, c'est bon. Là, j'ai une mission de vie, là. Oui, je me suis dit, il faut que... Bon, déjà, avant, j'avais le temps de descendre à 18h et de faire ça jusqu'à 2h du matin. Ouais. Bon, après, on se marie. Après, on a moins de temps. Après, ça. Mais je pense que j'ai démissionné avant. Oui, j'ai démissionné avant. Mais juste, je me suis dit, pour bien faire les choses, il faut que je me concentre sur un. D'accord. Et bon, c'était pas un choix qui était difficile parce que peut-être aussi le fait que cette dame me dise ça, recevoir un salaire et changer une vie, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas... En tout cas, quand elle me l'a dit, ça a aussi été un peu comme une gifle. En termes de sens. Oui, en termes de sens, je me suis dit, mais... Oh, genre, les habits ont un impact sur la manière de s'habiller, de la manière de penser, de s'approprier et de se sentir. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est la main reason qui a fait que je démissionne, mais aussi l'autre raison. Mais tout à l'heure aussi, quand tu disais le fait de revenir, je pense que je peux réfléchir comme ça aussi selon le contexte familial dans lequel je suis, parce que je ne suis pas forcément un soutien de famille. Je pense que je viens de la classe moyenne, parce que mon père travaille, ma mère ne travaille pas, mais je n'étais pas... C'est pas moi qui nourrissais ma famille. Oui. Il y a des gens qui vont en France et qui travaillent pour nourrir leur famille. Donc, c'était pas aussi peut-être une réflexion parce que j'étais pas dans ce contexte-là. Donc là aussi, j'étais pas dans le contexte où je devais nourrir ma famille, où je devais les aider. Donc bon, quand j'ai démissionné, j'ai demandé à mon père, il m'a dit ouais, il y a pas de souci. Donc bon, j'ai pas. J'ai pas il n'a pas eu peur de se dire, ah, ma fille, elle quitte un truc un peu classique, elle quitte un travail, CDI, pour se lancer dans l'entrepreneuriat qui est plus incertain en termes de stabilité. Il n'y a pas eu, même toi, tu n'as pas eu cette peur-là? Non, pas du tout. Tu es en décalage surtout? Peut-être oui. Je m'en rends compte là. Non mais c'est marrant. Non mais c'est vraiment bien. Je dois prendre des notes. Non, enfin, là que tu le dis, c'est même la première fois que je pense à ça, mais non, en fait, il m'a rien dit. Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que je peux démissionner? Il m'a dit, de quoi? De ton travail? J'ai dit oui, il m'a dit pour faire quoi? Il m'a dit quoi? Ah, pour faire ça là, les trucs? Mon ami, oui. Il m'a dit oui, okay. Si tu veux, ok. Ouais. On n'a pas... Il m'a rien dit de spécial. Non mais c'est top. Ouais. Mais non, et même moi, j'ai pas eu... C'est pas ça qui t'a fait... Tu t'es pas dit, ah, je me lance dans un nouveau truc... au Sénégal, entrepreneur. Non, mais comme quand je démissionnais, je ne savais pas que j'allais être... Je ne connaissais même pas le mot entrepreneur. En fait, tu as démissionné, tu as fait ce que tu voulais faire. C'est tout? Dans un truc où tu étais à l'aise. Oui. En fait, toi, il faut juste être à l'aise. C'est ça. J'ai pas... C'est maintenant que je connais C'est pour ça que je dis le terme entrepreneur. Ouais. Moi, quand je démissionnais, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas que ça existait comme mot. Ouais, ben oui. J'ai jamais... C'est pour ça que je dis, bon, le fait de ne pas savoir aussi, je pense que c'est... Non, c'est bien. Ça m'aide. Du coup, ça t'aide à regarder et à pas te poser des questions. Oui. Ouais. Non, c'est très bien. Oui, c'est bien. Maintenant que tu le dis, je ne savais pas que j'allais être entrepreneur en faisant ça. Hein. Ouais. Je me suis juste dit, je vais faire les choses bien. Je ne pensais même pas à l'argent, en fait. C'est ça le pire. Ouais. Parce que j'avais un salaire de 1 800 000 €. Ce qui est pas mal. Oui. Très bien même. Mais j'ai pas... Tu t'es pas dit, je quitte 1 800 000 pour zéro? Non. Mais je ne savais même pas... Zéro ou enfin, zéro, zéro, non. Mais je ne savais même pas ce qu'il y avait zéro parce que je ne savais même pas, tu vois, même c'est peut-être il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, que genre tu vas me parler de chiffre d'affaires. Je vais te dire, hein? C'est il y a 2 ans, je sais plus, j'ai participé à un programme. Fatou m'a fait participer à un programme entrepreneuriat des femmes. Même ça, je ne savais pas que ça existait, c'est comme la DPME. Oui, il y en a plein, oui. J'ai jamais su que ça existait. Et donc, c'est pour ça que moi, les gens, je les regarde. Comment ça, vous aidez les gens pour faire des défilés? J'ai jamais su. Il y a Women in Investment Club, Women in Africa. Oui, mais ça, voilà. Mais de toutes les... Ça, personne n'en parle. J'ai l'impression que les gens, ils pensent que c'est un truc... Alors que c'est rien, c'est des formations, c'est même pas de l'argent. Oui, c'est des formations qui t'aident à te structurer. Personne ne m'a jamais parlé de ça.
Personne, à part Fatou, YPS. Ouais. Et Béa qui m'ont forcé à m'inscrire à justement. C'est Fatou qui m'a inscrit au programme de Eramet. D'accord. Et donc, je réponds aux questions. Je vois, il demande le chiffre. C'était il y a 2 ans, 1 an et demi. Hein. Ouais, ouais. Si, c'est le gros Eramet. Non, je ne savais même pas c'était quoi. J'ai dit, quel chiffre d'affaires? Moi. Ah, moi, je vends. Et je prends. Non, je vends et je refais. Et je réinvestis, ouais. Oui. Maintenant, si j'ai besoin, comme pour le défilé, j'emprunte. Ah, c'est pas comme ça. Donc, c'est maintenant que je peux me dire, commences à structurer. À structurer, oui. Mais sinon, quand je démissionnais, je n'ai pas pensé à l'argent, pas spécialement parce que je ne savais rien du tout. Hein. J'ai juste démissionné parce que je vais faire porter peut-être des boubous aux gens. D'accord. Mais pas le côté Donc argent. toi, en gros, ta mission de vie, elle a été lorsque la personne a dit « grâce à toi, je porte des boubous ». Boubou, oui. Donc tu t'es dit « ok, moi je peux avoir un impact C'est au-delà de ce que je peux faire aujourd'hui ». C'est ça. Donc tu t'es dit « ça y est, j'y vais Oui. ». Tu te sens à l'aise. Oui. Tu as fait. C'est tout. C'est tout. Ça n'avait pas marché, j'ai mes diplômes. Je vais aller rechercher du Tu vas travail. rechercher du travail. Non, mais c'est un mindset dingue. Mais c'est comme ça que Honnêtement, parce que du coup, tu ne te prends pas la tête et tu fais en fait ce qui te plaît. Et ça t'amène aujourd'hui dans un niveau où l'artisan shop est connu et sur-reconnu. Et justement, parle-nous toi un peu de l'artisan shop. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est exactement pour les gens... Très bonne question. Moi, je connais, mais oui. Présente un peu, toi, ton business, ton entreprise, ce qu'il fait et quels sont les défis que tu rencontres dans l'entrepreneuriat avec les ressources humaines et tout ça. Voilà. Dis-nous. Et comment je vais présenter l'artisan? Bon, je dis toujours, parce que même moi, pour me présenter, c'est difficile. Je pense que je vais là où l'art et la culture m'appellent. Ouais. Parce qu'à la base, j'ai commencé par faire des vêtements, des chaussures, des accessoires et des sacs et des chaussures. Mm-hmm. Là, j'ai l'impression que je fais plus d'habits même que je fais de sacs. Ah, les sacs. Oui, voilà. Les sacs extraordinaires C'est ça. que j'ai eu dès que je suis arrivée. C'est ça. Ouais. En fait, Pingu. j'ai pas le pingu, ouais. Ouais. J'ai pas de. Je pense que j'ai pas de limite. Ok. Et c'est pour ça que Dans ta l'artisan- créativité. Oui, non. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que je peux même pas définir l'artisan comme une marque de vêtements ou quelque chose qu'on peut toucher. Moi, je définis ça plus comme un lifestyle. D'accord. Quelque chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent et qu'on touche. C'est comme ça que je peux le définir. Ouais. Parce que c'est pas, ça va pas se limiter à juste un vêtement. Et même quand je vais faire quelque chose, c'est comme, je sais plus, j'ai été contactée par une entreprise pour tourner quelque chose, je sais pas, une série ou je sais pas quoi, dans la boutique. Et c'est pas, genre, je veux pas, mais je veux pas juste faire quelque chose qui est commercial, comme ça. Je veux que ce soit, il faut que ça ait un sens pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est pas une marque, je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, dans la boutique, j'ai fait mes carreaux. Mais si par exemple quelqu'un voulait genre, décorer un endroit, je peux designer des carreaux. Ok. Donc je vais pas dire que je fais des vêtements, je peux être designer de carreaux aujourd'hui. Ok. Je vais peut-être, je vais me dire genre, peut-être que je vais créer une couleur, je ne sais pas. Ouais. Parfois je pense à ça, je me dis oui, ce serait intéressant d'avoir une couleur. Mais donc c'est pour ça que je n'arrive pas à définir ça comme juste porter un vêtement ou juste porter une bague. Et c'est pour ça aussi que le mantra de l'artisan, c'est a way not to be minimalist at all. C'est pas de porter des trucs extraordinaires, c'est de mettre une chemise blanche, un jean et peut-être un accessoire. Ouais. Donc c'est comment les personnes, et je pense que c'est ça qui m'intrigue aussi. J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire que moi je suis classique. Je dis, j'ai pas compris, vous êtes entré dans l'artisan, vous avez dit vous êtes classique. Ouais. Non, pas classique. Vous n'êtes pas classique. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans vous là, vous n'êtes pas classique. Ouais. Mais la plupart des gens me disent souvent, oh, non mais moi je suis classique hein. Mais non en fait. Oui, mais ils ont peut-être besoin que tu révèles ça. Tu vois, en leur disant, comme la personne t'a dit, bah tiens, moi tu m'as révélé parce que je mets des boubous, peut-être qu'ils ont besoin toi de ton regard en disant, mais non, mais t'es pas classique. Ça, oui. Tiens, ça c'est pour toi. Et tout de suite, ça te. C'est ça. Tu vois. Et il y a beaucoup de pièces que je fais qui sont simples, juste simples. Ouais. Elles peuvent être maximalistes dans la broderie, dans le tissu, mais c'est pas en tout cas du foyer moi. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer ça, hein, mais ça peut être juste une jupe dorée, ça peut être une chemise blanche avec une broderie, ça peut être un truc. Pour moi, c'est simple et pas simple à la fois, parce que justement, les personnes qui sont classiques ou pas peuvent mettre cette chemise-là et mettre un autre. Et même les personnes qui me disent ça mettent des chaussures dorées.
Enfin, une fois, c'est Rui qui me dit « Ouais, non, mais tu sais, moi, je suis classique. » J'ai dit « Tu as apporté des chaussures dorées. » Donc, tout ton outfit, tu as apporté des chaussures dorées. Toi, tu es classique. Ok, d'accord, bon. Et puis, c'est vraiment des chaussures masculines, des choses qui sont spéciales. Et à chaque fois que ces personnes-là me disent ça, je vois le truc qui, chez moi, en fait, je comprends pourquoi elles vont aimer l'artisan. Et je vois le truc qui fait que je sais qu'elles ne sont même pas classiques, mais du tout. Ouais. Parce qu'elles ont une pièce qui est genre là, en mode genre, ok, d'accord, voilà. Ouais. Donc, c'est des pièces qu'on peut s'approprier. Et c'est des pièces aussi qui sont versatiles dans les accessoires, dans les chaussures. Je veux que ce soit une pièce que tu peux mettre pour aller à la plage et pour aller à un cocktail et pour aller à un dîner en même temps. Pas juste quelque chose qui est figé, mais donc ça aussi, c'est dans l'esprit. Parfois, oui, voilà. Ndiaga, il met des choses. Je vois l'esprit de l'artisan. Il va mettre un boubou avec un choker ou quelque chose. Et pour moi, c'est ça l'artisan. C'est pas juste de mettre mes pièces. Parfois, je vois des gens, genre, I can tell qu'ils ont la vibe de l'artisan. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, c'est difficile de présenter la marque juste comme ça. Parce qu'elle n'est pas dans un... Ok, je fais des vêtements, je fais... Non. Elle n'est pas dans un cadre. En fait, l'artisan, c'est comme toi. Tu n'es pas dans un cadre. Toi, c'est l'esprit. Il y a un esprit, c'est l'artisan. L'esprit qu'on doit découvrir, c'est qui? L'esprit d'artisan qui porte ça. C'est ça. Et qui est porté par toi ça, et ce que tu as en termes de vie. Je décris ça aussi en How to be oldies and goodies at the same time. Et donc, il y a quelqu'un qui a décrit ça qui est bien. C'est un mélange du passé et de quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Et du futur. Voilà, du futur. Et ce côté futur-là qu'on n'a pas encore vécu, c'est parce que moi, je fais ce que je vois et j'utilise aussi ce que j'ai. Donc, ça va être des choses, je ne sais pas, moi, je vais arriver ici, je vais voir quelque chose, je vais dire, oh, mais tiens, les fleurs-là me disent quelque chose. Donc, c'est pour ça que tu auras cette impression-là peut-être dans le tissu de quelque chose que tu as déjà vécu. Et par exemple, tu vas voir les lapins dans les broderies qui n'ont jamais existé. Donc, tu as ce mélange-là entre la broderie, parce que la broderie, elle existe, et peut-être le lapin, parce que tu ne l'as jamais vu, en fait, quelque part. D'accord. Et c'est aussi ce côté, je pense, familier. Parce que moi, j'utilise ce que j'ai et je n'ai pas, tu vois, j'ai un boubou que j'avais fait pour un shooting parce qu'il faisait chaud, mais c'est du khartoum. Mais je pense que je n'ai jamais autant vendu de boubou que sur cette pièce-là. Il n'y a pas de broderie, il n'y a rien. C'est juste une coupe, mais je l'ai portée comme à l'ancienne, comme mon grand-père, il le met. Et c'est juste parce que le tissu est léger. Mais quand les gens me le commandaient, je ne savais même pas combien le vendre, parce que le khartoum, le mètre est à 5 000 francs, 3 000, 2 500 selon celui que tu achètes. Donc j'ai commencé à acheter le khartoum, le Dar Khoudos, qui est un peu plus cher, mais le coton, il peut rester 100 ans, il ne va rien faire. Il ne va pas bouger. Voilà, il ne va pas bouger. Donc c'est peut-être aussi ce côté familier, parce que je ne vais pas utiliser des choses qui sont chères. J'utilise des choses de la vie de tous les jours. Et que tu adaptes avec cet esprit de oldies et le futur. C'est ça, oui. D'accord. C'est comme ça que je pense que je peux définir ça. Et du coup, c'est intéressant parce que tu es dans cette vibe-là. Tu es avec des personnes qui sont, quand ils sont standards, je parle standard. Comment est-ce que toi, tu arrives à insuffler ça, par exemple, à ton équipe? À ce qu'ils arrivent à adhérer à cet esprit-là et à créer ce que l'Artisan Shop offre? Je pense que bon, par exemple, je vais donner l'exemple de Bintou, qui n'était pas dans la mode, qui est ma shop manager. Et elle dit que... Je sais pas, elle dit que... Enfin, je pense que je l'ai... Parce que pour moi, c'est tout un ensemble. Hein. C'est pas juste de les transmettre aux clients, c'est comme tu dis, c'est l'équipe. Mais l'équipe, au début... C'était genre, elle est folle. Bon, jusque-là, hein, quand je leur donne des trucs, de toutes les façons, j'aime trop faire des trucs, genre des boucles d'oreilles fraises, des trucs qui ne... Voilà, c'est ça que les... Oui, tu les perturbes. Hein. Voilà, je les perturbe. Parce que la dernière, j'avais une interview et celle qui faisait l'interview, elle leur a demandé qu'est-ce qui leur plaît de travailler avec moi. Donc, chaussures, maroquinerie, bijoux, ils ont tous dit, elle nous fait faire des choses qu'on n'a jamais faites et qu'on n'a jamais vues. Donc, je trouve ça intéressant de travailler avec des artisans bijoutiers. Bon, celui qui fait les chaussures gagne, il est jeune, mais le bijoutier et le maître maroquinier, ils sont âgés. Donc, je trouve cool, en fait,
qu'ils arrivent à comprendre et à trouver amusant en fait ce que je fais. Et adhérer ton concept. Oui, à adhérer. Ils vont dire, ouais, même en broderie ce matin, j'étais en train de lui expliquer quelque chose. Il m'a regardé en mode genre, tu peux juste pas refaire en fait le modèle là, c'est tellement plus simple. Mais je sais qu'après à la fin, ils sont là en mode, finalement c'est beau. C'est pas mal, ouais. Voilà. Même dans les tissus, parce que c'est un tissu argenté que j'avais, il m'a regardé en mode, elle va broder, déjà le argenté ça brille, elle va faire une broderie dessus, genre, ok. Mais après, ils sont là à dire, finalement, nice, nade. Elle n'est pas folle, elle. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le fait de n'avoir jamais fait ça, de faire tout le temps la même chose, et de mettre par exemple des intérieurs de sac rouge ou rose fuchsia. Par exemple, je me souviens il y a 10 ans, Sidi, quand je lui ai dit intérieur bi orange, il m'a regardé en mode non, intérieur gris là, wala marron. M'a dit que non, en fait, non. Man maay defar sac bi mais man loolu laa bëgg orange. Je veux que ça soit orange. Oui, voilà. C'était la même chose pour les poignets. Quand je disais, il m'a regardé en mode genre, bon, de toute façon, j'ai dit non, vous voyez, je vais aller faire ma poignée chez mon bijoutier, après je vais lui ramener. Donc, bon, je pense que c'est ce côté-là qu'il trouve bizarre, mais après le rendu leur plaît. Par exemple, tu vois, il y a des gens qui, dans la boutique, n'aimaient pas, par exemple, le churaï. Et à force de venir au Sandaga, il me dit, finalement, je pense que j'aime bien l'odeur du churaï et que ça me rappelle quelque chose ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'il trouve ça bizarre. Et après, porter ou, je sais pas moi, porter ou le rendu final les interpelle. Et c'est pour ça que je dis que quand tu entres au Sandaga, it's gonna be awkward, ça va être bizarre. Tu vas peut-être te sentir inconfortable, tu vas rigoler ou ça va t'énerver. Mais dans tous les cas, ça va te toucher. Et tu vas penser à ça. Donc, pour moi, c'est toi, tu auras réussi ton pari. C'est ça, oui. Impacté. C'est ça. Toi, c'est juste impacté. C'est ça. Les gens qui sont... je suis en face de l'e-presse, donc parfois, j'ai des vieux qui viennent dans la boutique pour juste écouter le son du tourne-disque ou qui viennent juste parce qu'il y a la photo de Air Afrique là-bas, juste pour se souvenir. Et moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je décris le Sandaga comme un mood store. Et c'est pour ça que... Parce que je déteste le mot concept. Ça m'énerve comment c'est utilisé parce que c'est pas... Enfin, c'est comme tradichic ou je sais pas quoi. Ça m'énerve. Donc j'ai barré ça et j'ai mis mood parce que c'est plus de transmettre... un état d'esprit. Voilà, c'est ça. Et que tu sois client ou pas, classique ou pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça le point commun, c'est ce que tu ressens. Tu peux être classique et te souvenir du churaï que ta mère mettait le matin. Tu peux être classique et avoir voyagé sur Air Afrique. Bien sûr. C'est pour ça que c'est pour ça que je pense que c'est un point commun. Ça peut ne pas être du churaï. La dernière fois, j'ai eu aussi Edmond, un monsieur qui est entré. Et puis, je vends du papier d'Arménie. Il me dit, du papier d'Arménie. Oh, ça me rappelle ma grand-mère. Mais pour moi, ça, c'est un peu du churaï. Mais c'est du churaï, c'est des senteurs. Mais moi aussi, quand j'achetais le papier d'Arménie, là, je me suis dit, bon, de toute façon, personne ne connaît ça. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est et tout. Et il m'a dit, oh, je peux l'acheter, je vais l'offrir à ma mère. Et donc, ce sont ces souvenirs-là, peut-être que j'essaie de préserver. C'est pour ça qu'Ahmed m'appelle Guardian of the Culture. C'est ça que je peux peut-être assumer aujourd'hui. C'est peut-être que j'essaie de préserver la culture telle qu'elle était ou telle qu'elle est, je ne sais pas. C'est comme, on appelle ça la Madeleine de Proust. C'est quand tu te dis, tiens, il y a une odeur qui me rappelle un souvenir lorsque j'étais enfant. Et en fait, ça te met dans un confort. C'est ça. Tout de suite. Tout de suite, Tu te mets bien tout de suite. Oui, parce que c'est réconfortant. En fait. C'est réconfortant, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai qui viennent juste pour regarder la photo, l'affiche Air Afrique, ou qui viennent pour écouter le ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, donc je suis contente de ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément les gens, le point commun, c'est, je pense, le souvenir. Pas que tu sois client ou pas. Même si tu viens pour écouter, moi, ça me va. Toi, ça te va. Toi, tu veux juste impacter, créer quelque chose chez l'autre. Oui, quelque chose qui lui rappelle un bon souvenir. Une émotion. Oui, une émotion Air Afrique. Je pense que ça a aussi ce côté de révolte. Je pense qu'il y a beaucoup de révolte en moi d'ailleurs. De montrer que Air Afrique marchait, ça a marché et qu'on peut faire des choses ensemble. Si on se met ensemble. C'est quelque chose un peu comme qui nous unit, quelque chose qui nous a unis à un moment donné, que ce soit nos grands-pères, nos parents. Je sais pas. Faut pas oublier.
Oui, il ne faut pas oublier et ça montre, je pense que j'ai plus ce côté identitaire de ce qui nous appartient, ce qui est nous, par rapport à Air Afrique, que ça a marché, que ça peut marcher. Je sais pas, c'est comme un... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme un signe que c'est... Ça peut être bien, en fait. C'est vrai que ça existait, que ça a marché, que ça peut même toujours, se faire, quoi. C'est ça, se faire, ouais. C'est ça. Ce côté, en tout cas, de préserver son identité, de ne pas s'oublier. Ouais. Et je pense qu'à chaque fois qu'on appartient... C'est important de savoir qu'on appartient à quelque chose. Ouais. Que ce soit de dire que je suis CNN, de dire que tel ou tel est mon grand-père ou mon père, que je viens du Sénégal. Je pense peut-être aussi c'est pour ça que je suis rentrée. Voilà, oui, c'est ça. Je pense que c'est important et c'est peut-être pour ça aussi que je suis rentrée parce que quand j'allais en France, je visualisais ça comme un endroit où je suis allée apprendre et prendre revenir. De la connaissance. J'ai pas vu ça. C'est pas chez moi. Oui. J'aime voyager, mais non, c'est pas chez moi. Donc bon, je pense qu'on est plus à l'aise là où on est. On a eu cette conversation la dernière fois. Je sais plus qui disait. Aller sur la petite côte, j'ai dit, moi je pense que je suis dakaroise. J'aime bien ces moments où tu es sur la petite côte, où quelque part tu peux t'échapper. Mais non, je suis dakaroise. Ouais, non. Il y a des gens qui vont te dire, oui, non, ça change. Je pense que j'aime bien le bruit de Dakar, les embouteillages. Moi, tu sais à quoi tu me fais penser? Là, quand tu me parles de tout ça, moi je te vois comme un peu la gardienne du temple. Ah. Je te jure, comme la gardienne du temple. Genre, mais depuis que tu es petite, hein. C'est genre, vrai. Je me dis, elle veut mettre les vêtements de son grand-père, pas de son père, hein, de son grand-père. Oui. Elle veut mettre les vêtements de sa grand-mère. Oui. Elle fait en sorte de se dire, tu vois, tu essaies vraiment de garder pas les choses les plus proches, les choses les plus anciennes, en disant, c'est ça en fait, c'est ça qu'on va garder, que tu aies 12 ans, 14 ans, 15 ans. Moi, je vais à l'université à Orléans, je mets le pagne parce que chez moi, on met le pagne en fait. Et donc, du coup, dans tout ce que tu fais, jusqu'à maintenant, tu as besoin de garder en disant, les gars là, 2025, mais focus. C'est ça en fait, on vient de là, tu vois. Et on vient de là et du coup, t'impactes. Et t'impactes les gens dans les vêtements, dans le senteur, dans le tourail, dans le manger, le baral. Moi, les filles, tu vois, manger des barals, mes filles, elles disent, tu vois. Mais tu vois, tu l'imposes comme plat, comme plat entre guillemets national, qui est même pas le plat le plus cher, tu vois, c'est moins cher que le tchéboudjen, tu vois. Et je pense que j'essaie aussi de... J'aime bien, il y a une phrase qui est sur mon manifesto, c'est « Level up the ordinary ». J'aime donner de la valeur aux choses qui sont banales pour les gens. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est... Ça aussi, il faut que je définisse ça. Je ne sais pas pourquoi, que ce soit une allumette, une bougie. Tu vois, je vais me poser des questions sur pourquoi on fait le dibi de la même manière depuis 50 ans. Pourquoi on vend du charbon de la même manière depuis 100 ans. Je suis tout le temps en train de dire... On ne pourrait pas faire les choses... Pourquoi est-ce que le charbon... Oui, moi je me dis toujours que la chose n'est que parce qu'on la définit comme ça. Je sais pas, je veux dire genre... Oui, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas des métiers que je trouve petits. Hein. Moi, que tu sois vendeur de charbon, date-catoponte, sois le meilleur date-catoponte de l'univers. C'est ça que soit le meilleur vendeur de charbon de l'univers. Je pense que ce qui m'énerve, c'est ce côté statique. Exceller dans ce qu'on fait. Faire les choses pas de manière médiocre. C'est ça, oui. Mais ou juste pas essayer toujours de réfléchir au next. Pas juste tu es là toute la journée, tu vends du charbon. Moi-même, les gardiens là devant, j'ai envie de leur dire non, Douni, en fait, tu veux pas apprendre quelque chose, va sur YouTube, regarde quelque chose. Mais peut-être parce que aussi j'ai besoin de, même si je reste dans 1940, j'ai besoin que 1940 soit peut-être, je sais pas, futuriste. En lien avec un peu 2025. Voilà, oui, c'est ça. Le pont entre Oui, c'est ça. Avant, là et maintenant. Voilà, oui, parce que quand même, on va pas utiliser des balais alors qu'il y a des aspirateurs. Bah non. Oui, parce que ça, c'est de la perte de temps quand même. Donc, il y a des choses que je pense qu'il faut qu'elles restent, mais je pense que je me dis toujours que on doit avoir un mindset différent quand on fait quelque chose. Ça peut être aussi saf beignet, hein, je ne sais pas, mais soit moi, je sais que je vais faire des beignets ronds. Après, je vais dire, pourquoi les beignets ne sont pas carrés? Voilà, pourquoi ils ne sont pas triangulés? Mais ça ne veut pas dire que tu dois changer
le goût. C'est le goût qui doit rester, peut-être le shape ou le packaging ou des choses comme ça. Donc, c'est proposer autrement. Voilà, c'est ça, proposer autrement. Penser autrement, je ne sais pas. Penser out of the box. Voilà, oui, c'est ça, out of the box. Et, mais moi, je me sens toujours connectée aux vieux, en tout cas. Vraiment, je suis... Et la dernière fois aussi, j'ai vu un vieux, il m'a dit... Je dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ma mère. Et puis, j'ai dit, pardon, faut pas pleurer ici, sinon je vais pleurer. Non, parce qu'il m'a dit, sorry, tu m'as amené mais tellement loin. Et j'étais... je m'attends, voilà, par exemple, ça aussi, genre... moi, je fais du foodon depuis 20 ans. Donc, je ne m'attendais pas à ce que... Moi, ça me rappelle ma grand-mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que... Juste de la manière dont moi, ça me rappelle ma grand-mère, que des gens qui ont 80 ans... Alors, fassent la même chose. Que ça leur fasse la même chose. Parce qu'on n'en voit plus. C'est ça, oui. Pas aussi... oui, voilà. Pas comme ça. Oui, voilà, pas comme ça. Tatouage simple, oui. Mais moi, ça m'a toujours rappelé ma grand-mère et sur les photos où elle faisait leur truc là comme ça et je sais pas. C'est bon aussi. La gardienne du temple, il faut accepter. C'est pas des cartes de visite, la gardienne du temple. La gardienne du temple. J'adore. Mais du coup, en termes de défis ici, culturels, entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des choses ici qui ont été difficiles, dans lesquelles tu dois jongler pour pouvoir faire vivre justement ton business? Parce que maintenant, c'est un business. Même si tu impactes des personnes, ça reste un business dans lequel tu dois te retrouver. Les ressources humaines. Ouais. Non, mais c'est pas possible, les ressources humaines. Quand j'ai envie d'abandonner, c'est ça, les ressources humaines. Ouais. Je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est une blague en fait. Non, les ressources humaines. Enfin, les ressources humaines, la production, les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à les fidéliser, ou ils partent, ou ils n'écoutent pas, ou c'est quoi? Tout. D'accord. Ouais, non, mais tout. Les fidéliser, c'est pas ça le plus difficile, mais c'est même pas une affaire de fidéliser. Je pense que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, comment tu arrives à leur transmettre ces valeurs-là, cette culture d'entreprise. C'est difficile parce que j'ai l'impression que parfois, ils ne se limitent qu'à juste faire. Et exécuter. Oui, et c'est ça que je trouve dommage. Je ne sens pas, tu vois, au 19e ou dans les petites mains de Chanel, tu sens des gens qui sont engagés, qui sont passionnés par ça. Et là, j'ai l'impression que c'est juste pour juste pour avoir un salaire en fait, à la fin du mois. Et peut-être le défi, c'est ça, c'est comment les rendre engagés. Et pas que dans l'artisanat, de manière générale. J'aurais aimé que s'ils travaillent ailleurs, qu'ils soient aussi engagés et passionnés. Mais encore une fois, être engagé et passionné aussi, ça, c'est un luxe. Quand on doit gérer... Enfin, même pour moi, en termes de créativité, moi, je ne m'assois jamais. Quand les gens me demandent « Tu es inspirée par quoi ?» J'ai dit « Comment ça, je suis inspirée par quoi ?» Je suis inspirée par... Quand je marche, parce que... Genre, je ne fais pas de retraite, tu t'assois... Non, en fait, non. Et c'est pour ça que je n'ai pas de collections qui sont... Je vais m'asseoir comme ça à l'atelier, je vais sortir des pièces. Donc, je n'ai pas de collection où je respecte des choses parce que je pense qu'eux aussi, de la même manière que je dois gérer le day-to-day, eux aussi doivent gérer le day-to-day. Donc, c'est plus une histoire de salaire. Je sais qu'ils vont... Il y a des choses qu'ils vont aimer comme ça, mais je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est de l'engagement. D'accord. Bintou, je sais que c'est de l'engagement, parce que je sens qu'elle aime ça. Elle dit qu'elle a découvert un autre univers qu'elle aime beaucoup. Mais les artisans eux-mêmes, je peux dire qu'ils sont engagés parce que j'ai l'impression que, par exemple, mon artisan maroquinier, on travaille ensemble depuis 15 ans maintenant. Il aime son métier et c'est un maroquinier de base. Oui. Et même la dame, la femme qui nous faisait l'interview lui a demandé pourquoi est-ce que tu fais ça. Mais il y a aussi ce côté de caste où il est né dans ça. Donc c'est ça qu'il connaît. Il a dit qu'avant il avait travaillé dans le fer et que je sais pas, ça gâtait ses yeux ou un truc comme ça. Donc il est retourné à à ce quoi il appartenait. Voilà, être woodé. Donc il y a aussi ce côté où c'est un métier de famille. Et même moi, quand j'achète des pots, les gens me disent genre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des pots alors que c'est pas que je suis Peul ou quelque chose comme ça. Donc il y a ce côté où tu es né dans ça.
Et après, je pense que dépendamment des artisans avec lesquels on travaille, tu sens quand la personne, elle est curieuse. Par exemple, moi, lui, il te dit jamais non. Il va dire que je suis folle et tout, mais je sens qu'il aime ça, il raconte sa vie. Mais il y a aussi ce côté où moi, j'aurais aimé qu'il voyage, qu'il découvre d'autres choses. Par exemple, en Italie, le cuir, je suis sûre qu'il y a des techniques qui peuvent faire gagner du temps, la manière dont c'est travaillé, parce que c'est des compétences qu'ils ont, en fait, qu'ils ont, parce que c'est différent aussi. L'industrie, elle n'est pas pareille. On n'a pas d'industrie ici de chaussures comme Bata avant, et des choses comme ça, comme l'usine. Donc, du coup, ça aurait été bien qu'ils voyagent pour apprendre, pour découvrir des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. La disponibilité du matériel, de certaines machines, des choses comme ça. C'est plus vraiment la production. Bon, par exemple, il y a des choses qui vont rester, par exemple les boutons. On n'a pas d'usine qui fabrique des boutons ici. Les boutons, les fermetures, les choses comme ça. Donc, la production, les ressources humaines, mais c'est plus les ressources humaines. Mais bon, je le comprends aussi, c'est pour ça que je dis, dans le day-to-day, on a des choses à gérer et puis on n'est pas là à dire que on est engagé ou on est si. Même quand tu es petite main en France, tu as. Bien sûr, tu as des personnes qui sont moins engagées, qui ressentent moins aussi l'état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit aussi, l'artisanat. C'est ça, C'est un univers, est-ce que tout le monde adhère? On peut comprendre peut-être que d'autres ne puissent pas forcément adhérer. Et ce que j'essaye de leur montrer, je pense, et à l'atelier, c'est peut-être ça mon problème. Ma chef d'atelier, c'est une femme, tous les autres sont des hommes. Et donc, au début, j'entendais Mati, fille rouge. Alors, Madame Bassima, Maniko, Ablaï, ça va, tu vas bien. Mati, Balma Abal, ma fille rouge. What do you mean? Maniko, mais. Maniko, oui, non, mais je sais que Khalato. C'est pour ça que je te dis, moi, même quand je te demande quelque chose, je te dis, Balma. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Maniko, j'espère que tu dis pas à ta femme, non. Non, Balma, maïman, non. Et ça, c'est pas une affaire de. C'est du respect. Oui. Je sais pas si tu es musulman, c'est aussi ta religion qui te dit d'être respectueux avec les gens. Bien sûr. Donc, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Fil rouge, 712. Genre, non, en fait. Et donc, j'ai beaucoup. Même à moi, quand il me parle, il m'a fait lumière. Il m'a dit que oui, ça va, tu vas bien. Dans ma balle, lumière, comme Kiko. Mais non, c'est pas. D'affaire fille lumière. Je veux dire, c'est aussi de transmettre ce genre de valeurs-là, tirer la chasse. Mais j'aurais dit, atelier bien, on est tous ensemble. Oui. Ça veut dire quoi, la base. Mais vous avez trouvé ça comment? Vraiment. Donc, c'est des choses comme ça. C'est... là, ce que je veux faire, c'est aussi de l'archivage. Mais tout ça, ce que je dis, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. D'accord. L'important, c'est par exemple, tu as un tailleur qui est malade et que tu veux même ramener quelqu'un pour remplacer. Si tu donnes 10 modèles à 10 tailleurs différents, ils vont faire 10 choses différentes. Donc, avoir des patrons, même dans les broderies, je ne les ai jamais archivés. Parce que moi, j'ai des gens olé. Je faisais vraiment du olé. En fait, tu le faisais au feeling. Tu le faisais comme tu le ressentais. C'est ça, au feeling. Et donc, après, c'est ce que tu dis. Quand c'est un business, tu commences à réfléchir, à structurer. Structurer, Mais c'est aussi ça, en ça que c'est important de faire des programmes comme le WIC, comme Eramet. Parce que ça te réveille. Et ça te donne une autre vision, perception du travail par rapport même à l'environnement. Moi, c'est Mamital qui m'a fait tu sais que tu fais du upcycling. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Vous aimez trop utiliser des termes compliqués en architecture. Elle m'a dit, mais tu fais des babouches en sac de riz. J'ai dit oui, parce que c'est cool. Elle m'a dit oui, mais c'est du upcycling. J'ai dit, ok, bon. C'est comme ça que j'ai découvert des mots, mais tu vas me parler d'environnement au début. Je sais que depuis peut-être 5 ans, je suis more aware about environment, mais tu te rends pas compte de l'impact environnemental que tu peux avoir autour de toi. Oui, voilà, juste parce que, mais c'est ce que je dis, peut-être mon côté upcycling, il est naturel parce que j'utilise ce que j'ai. Je vais faire avec ce que j'ai, en tout cas ici d'abord. Et après, quand je voyage, je trouve des choses. Bien sûr, je vais les acheter. Je vais acheter des boutons, les fermetures éclairs, je vais les acheter en France ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que je dis c'est important de faire des programmes de formation
parce que ça t'apprend beaucoup de choses, ça te structure. Et c'est comme si ça te réveillait en fait en termes de business. Ça fait moins bawal, je vais dire ça comme ça. D'autant plus que toi, quand même, tu as une marque qui est high level. C'est pas une marque... tu es quand même... tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pour ça que je ne m'étais pas rendu compte des coûts de packaging. Moi, je vais aller en mode les housses, je vais mettre des cordes en cuir. Avant, je ne connaissais pas je me rendais pas compte du prix. Non, mais ça, voilà. Je ne vais pas me rendre compte que ça a une valeur. Que ça a une valeur, oui. Je vais penser que c'était... Enfin bon, comme tu dis, c'est high-end, donc il faut bien l'emballer. Bien sûr. Mais justement, est-ce que toi, ta clientèle ici au Sénégal, avec ce que tu proposes en termes de high level, tu disais à l'époque, tout à l'heure, que le fait main n'était pas forcément valorisé à sa juste valeur. Là, le fait que ça soit fait main, que tu mets ça en high level, comment est-ce que le public sénégalais, ta clientèle l'a prise? Est-ce que tu as une clientèle qui va payer sans râler, sans négocier? Non, ils vont râler tous. Parce que tu te dis, moi, quand je vais chez Chanel, chez Louis Vuitton, je ne vais pas aller là-bas en disant, bon, ça coûte combien 1 200 €? Gars, tu peux pas payer un peu 1 200 €, c'est trop cher. Je ne vais pas leur dire ça. Parce que je vais presque me ridiculiser en disant ça. Même par fierté, je ne vais pas le faire. Par ego. Toi, aujourd'hui, comment ça se passe ici? Tout le monde va râler. Bon, tout le monde va râler, mais comment je vais expliquer ça? Tout le monde va râler déjà. Les gens qui vont râler pas, c'est les gens qui ne te connaissent pas. Et donc c'est pour ça que c'est le fait de connaître la personne. J'ai l'impression qu'en Afrique, je ne sais pas, ou au Sénégal, malheureusement, le fait de voir la personne, c'est différent. Parce que quand tu vas chez Louis Vuitton, tu ne vois pas Louis Vuitton en fait. Tu vois des vendeuses. Tu vois, donc c'est différent. Mais même si tu allais chez Louis Vuitton, moi je vois Louis Vuitton, je ne vais pas négocier. Tu ne vas pas négocier. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est culturel. Ça a ce côté culturel, social, où les gens ont l'impression qu'ils se font arnaquer tout le temps, je ne sais pas. Et donc, ils font du... Moi, les personnes qui ne négocient pas mes prix, c'est vraiment mes amis. D'accord. Oui, genre Mamita, elle ne va jamais... Au contraire, elle va te dire, je n'ai pas compris, pourquoi ça coûte 250 000 ? Ça ne va pas, non. C'est une pièce unique. Genre, par exemple, pour faire les prix, elle va me dire, non, attends, écoute. Parce qu'elle a un esprit qui est plus structuré que moi, même si elle est un peu folle aussi comme moi. Elle va me dire, mais attends, tu as marché. L'essence là, c'est de l'eau. Donc tu vois des choses comme ça. Même par exemple, elle va inclure les coûts, les coûts que tu n'as pas forcément toi intégrés. Même pour les pièces que je prêtais, une fois elle m'a dit, je pense qu'on fait une réunion, tu viens, tu t'assois, je m'assois, elle me dit, moi, si je t'appelle, ma mère, si elle t'appelle, ma soeur, moi, Mamital, si je t'appelle, je te dis prête-moi une pièce. Mangi xaar ba pièce bi génn. Tout le monde achète. Je ne veux plus te voir donner. C'est pas mon problème là. Non. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte que quand ça a un but, quand c'est pour la culture, pour la culture, quelque chose qui montre la culture, oui. Mais pas... Parce que aussi, je ne me rendais pas compte que quand je prêtais les pièces, je me disais non, bon, en tant qu'artiste, on est dans la culture, on va s'entraider. Mais non, en fait, non. D'accord. Et elle avait raison parce que les gens te ramenaient des pièces déchirées, non amenées au pressing. Et après, je ne vendais pas la pièce. Bien sûr. Parce que la pièce était déjà portée. D'accord. Donc maintenant, c'est pour ça que je veux faire à l'atelier des pièces que je peux louer. Pour les gens. Tu restructures ton business. C'est ça, voilà. Modèle. Que je peux louer, mais ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que comme tu dis, moi, je suis à l'aise. Et donc, c'est bien d'avoir des rappels comme ça sur l'argent parce que c'est important. Et les gens, en fait, bon, ils vont... Et depuis ce jour-là, quand quelqu'un m'appelle, je lui dis, c'est quoi ton budget? Donc, j'essaie de savoir maintenant pour au moins récupérer ce que j'ai dépensé dedans. D'accord. Et je pense que c'est important de faire ça pour le travail. Et après, ça permet aussi de voir les gens qui sont réellement intéressés. Bon, je sais que quand les influenceurs me contactent, ça par contre, bon, moi ça ne m'intéresse pas de... Juste que tu mettes la pièce pour me donner de la visibilité. Non, tu n'en as pas besoin. Et puis, c'est pas ta cible. Non, pas du tout, oui. Donc, bon, quand tu m'appelles pour ça, bon, ça, par contre, je sais que non. Parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Ça doit avoir un but pour la culture, avoir un impact. Donc, bon. D'accord. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je ne me rendais pas compte aussi de la valeur de certaines pièces. Comme je dis, les pièces qui ont pris du temps ou des choses comme ça. Donc, maintenant, je vais
pouvoir mettre des cases ou mettre les choses en fait dans les cases. Ouais. Ok. Donc voilà. Non mais c'est super intéressant. Super intéressant, on pourra en parler des heures parce que vraiment... et toi aujourd'hui, si tu avais... donc j'imagine que d'être revenu, c'était tout à fait naturel. Est-ce que tu aurais quelque chose à donner comme conseil ou comme recommandation aux personnes qui voudraient revenir et travailler dans l'entrepreneuriat ou... revenir au Sénégal. Ouais. Ou en Afrique. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, venez, parce qu'effectivement, il y a des choses à faire. Ou alors... Non, venez, Kay. Ouais. Oui. Non, en fait, j'ai lu quand j'étais chez le pédiatre avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je n'ai pas oublié ça. Je pense que j'ai toujours le truc là, il faut que je le retrouve. J'ai feuilleté les journaux. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis petite, j'ai déchiré chez le pédiatre, j'ai déchiré les pages d'Amina, des magazines d'Amina. J'ai beaucoup déchiré des interviews de Aminata Traoré, qui est la maman de Awa Meïté aujourd'hui, que je ne savais même pas. Hein, mais j'ai beaucoup déchiré des trucs comme ça, des chaussures Max Mara, des choses Kenzo, et après je les mettais dans un classeur. J'ai envie de dire que c'était peut-être ça mon Pinterest avant, hein, parce que je faisais ça. Et il y a une pub, une fois que j'ai déchiré de Renault, qui dit que qui mieux que Renault pour réparer votre Renault, hein? Je vais dire qui mieux que les Sénégalais pour faire le Sénégal ou réparer le Sénégal, qui mieux que les Africains pour porter l'Afrique. Donc, pour moi, on n'est pas dans un monde où genre il y a des séparations, où je ne sais pas qui utilise qui. Oui, il y a des pays qui sont plus puissants, mais bon, ça c'est la vie. On n'est pas pareil. Donc les pays aussi, c'est pas pareil. Je pense que c'est normal qu'il y ait des Français, des Allemands au Sénégal et le contraire quelque part. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont vivre en France ou aux États-Unis. Moi, le frère de mon père, il habite marié à une Américaine depuis plus de 50 ans. Donc, il y aura toujours ça, en fait. Mais je pense que il y aura aussi des gens comme moi qui vont revenir de manière naturelle ou pas. Et je pense que c'est important. On ne se sent jamais mieux que chez soi. Je veux dire, quand on voyage, on a beau être dans les plus grands hôtels, je sais pas, quelque part, une bonne qualité de vie. Moi, les boutiquiers me manquent. Bien sûr. L'odeur des sablés me manque. Le marché va me manquer. Donc après ça, je pense que c'est un peu, tu vois, personnel aussi. Parce qu'après, quand on s'est installé, qu'on a des enfants là-bas, on a une partie de nous qui est aussi là-bas, qui est aussi là-bas dans un des pays où on est. Mais bon, je pense que ça fait qu'il y a un Sénégalais quelque part qui représente le Sénégal. Et même quand on est là-bas, on peut manger parfois du tchèp ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut le garder ça en tête, ne pas juste oublier son identité. Pour moi, on peut être Sénégalais partout où on est. Avoir un impact, même quand on est loin, mais avoir un impact quelque part c'est ça, quand on est en Afrique, au Sénégal. Mais qui mieux que Renault pour réparer votre Renault. Voilà. Bon, maintenant, après, moi, j'ai la chance de, comme je t'ai dit, dans le contexte dans lequel j'étais, de rentrer. Mais oui, non, je vais dire clairement, venez. Parce que c'est différent. Et aujourd'hui, encore, quand je vois les Danone, le Danao, je sais pas, tout ce que je vois où on te met fabriqué en France, fabriqué par les cultivateurs français, fabriqué... Je pense que c'est important aussi d'avoir en tout cas cet esprit-là. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal, oui. De produire, de fabriquer, en tout cas le maximum de choses qu'on peut par nous-mêmes pour être autosuffisant, pour être indépendant. Et c'est comme pour la conciergerie, quand on produit nous-mêmes, on est indépendant. Bien sûr, et qu'on soit un gage de qualité aussi. C'est ça. On dit quand on voit Made in Sénégal, on dit ah ouais, c'est Made in Sénégal. C'est Made in Sénégal, il faut qu'on prenne quoi. Donc oui, bien sûr, je vais toujours dire venez. Pour changer les choses, justement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, c'est pas facile. Hein, mais bon. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est clair. De la patience. Ça demande de la patience. De la résilience. C'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est que tu, avec l'artisane, tu as un impact ici au Sénégal, mais tu as un impact qui rayonne aussi à l'international. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Tu l'as pas dit, mais c'est important. Tu étais assez humble de ce côté-là. Mais tu as un impact international. Et c'est ça qu'on recherche aussi, c'est de se dire, on arrive à rayonner ici, on arrive à rayonner à l'international et être reconnu. Tu vois, tu l'as dit, tu as
c'était quoi, France 24 qui était venu, tu as Le Monde qui t'a interviewé, tu vois, donc ça veut dire que tu es reconnu aussi en dehors des frontières, et ça c'est parce que tu l'as travaillé et que tu l'as porté haut et fort. Donc voilà, c'est important aussi de mettre ça en avant et de dire qu'on a des personnes inspirantes qui rayonnent en dehors du pays. Merci, c'est gentil. Ça c'est bien. Et pour le mot de la fin, est-ce que toi tu as un mantra, quelque chose qui te guide en dehors de la maîtresse du temple, le mot que je viens de te donner là, quelque chose qui te guide, qui te motive pour vraiment faire avancer ton projet, te faire avancer toi tous les jours dans ta vie perso, dans ta vie pro? Dieu. Ouais. Je suis une amoureuse de Dieu. I'm a lover of God. Et l'univers, donc Dieu en fait. Parce que je pense que ce que je pense qu'il doit se dire qu'elle est folle. J'ai des conversations avec Dieu, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est Dieu qui me... Parce que c'est lui qui est universel dans tout, en fait. Comme tu dis, la manière de fonctionner tous les jours, tout ça. Et pour moi, je me dis, oui, il n'y a pas de hasard. Et Dieu, en fait, dans mes inspirations, pour mon travail, pour la famille, pour les problèmes, pour tout, je lui parle. Je lui dis la foi, oui. Donc, Dieu, en fait. Et parfois, je me dis, juste parce que j'ai l'impression, c'est comme ce que tu me demandais, je me dis que ce que je vois, c'est Dieu, ce que je fais, c'est Dieu. Ce que je connecte aussi, c'est Dieu. Et parfois, je ne peux pas juste, je pense à quelque chose, et puis je vais... c'est comme si, genre, il a mis les choses qui sont comme ça devant moi pour que je les vois. Et je pense que ça aussi, c'est mamie, encore une fois, qui m'a fait me rendre compte de ça, où je pensais que ce que je vois, c'est ce que tout le monde voit. Elle m'a dit, mais t'es folle ou quoi? Jamais. Si c'était ça, tu ne serais pas l'artisane, en fait. Bien sûr. Donc, ça veut dire que Dieu, dans chacun de nous, j'ai dit Dieu parce que même la création des êtres humains, il y a combien de milliers d'êtres humains sur Terre qui sont vivants, qui ne sont plus là et qui sont tous différents en fait. Ce côté différent ce côté différent dans tout ce qu'on est, notre forme, tu verras jamais de même les jumeaux, les initiales, les empreintes. Il y a tellement de choses qui m'interpellent par rapport à Dieu que je ne peux dire que lui, parce que dans tout, quand je vois les gens marcher, quand je vois des gens malades en bonne santé, il y a tellement de choses qui me connectent directement à lui que Dieu. Il n'y a que ça que je peux dire. C'est un bon mot de la fin et c'est tellement évident. La connexion, non, c'est vrai. C'est la connexion pour tout. Et non, clairement, non, tu ne penses pas comme les autres. J'espère te l'avoir fait ressentir pendant notre entretien. J'ai des notes à faire. Mais non, et justement, c'est ça qui fait ton authenticité, l'authenticité de la marque artisane et l'aura qu'elle apporte. Donc, en tout cas, merci pour le partage de ton parcours, merci pour cette générosité. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller faire votre shopping avec l'artisane. Vous ne serez pas déçus, pas du tout. Oui. Voilà. Merci Khadija. Inch'Allah, je vous attends. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci à toi. C'était votre épisode Histoire d'audace avec Khadija Aïchaba, la gardienne du temple, qui vous a partagé sa créativité, son état d'esprit et l'impact qu'elle a eu sur le Sénégal et sur l'international. Hâte de vous retrouver pour un autre épisode. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.